Il y a eu un événement quand même très important au moment de la COP23, donc la conférence climat. 15 000 scientifiques se sont réunis, enfin ont sorti un manifeste. Alors, sur les 15 000, il y a 1000 Français pour alerter donc, les décideurs bien sûr, mais les opinions publiques sur le fait qu'on était à un point très très critique. Et dans ces recommandations, il y a eu 13 recommandations, il y en a eu 2 qui concernaient la démographie. Moyennant quoi, si vous avez suivi un peu les médias, il y a eu pas mal de débats pendant une semaine avec des invités, Yves Cochet et autres, des scientifiques qui sont passés dans les médias, à la télé ou à la radio. Donc là, ça a été vraiment un moment important pour la démographie. Et puis, donc, il y a ce jour du dépassement qui intervient tous les ans de plus en plus tôt et donc qui est très récent, puisque ça fait juste un mois. Et donc, je restais la main ici. Et donc, pourquoi y a-t-il eu cet appel? Bien, entre autres, parce que tout le monde se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Vous voyez sur ce tableau qu'il avait fallu, disons, de l'ordre d'1 million d'années pour atteindre le premier milliard. Ensuite, ça s'est accéléré, hein, on est à 123 ans, puis 33 ans, et là maintenant, oui, en ce moment, on est sur un rythme de 1 milliard d'êtres humains supplémentaires tous les 12 ans. Alors 12 ans, c'est vraiment rien du tout. Hein. Alors vous avez les projections, j'en reparlerai de projections. Vous voyez, on est toujours sur les 12 ans, et puis ensuite ça va un peu se ralentir, mais on devrait dépasser le cap des 10 milliards. Et donc, si on regarde, parce qu'on se dit, bon, après tout, 1 milliard tous les 12 ans, ça correspond à quoi? Ben, ça correspond tous les ans à 80 millions d'êtres humains supplémentaires. Alors 80 millions, c'est la population de l'Allemagne, ou celle de la Turquie, hein, pas les deux à la fois. Donc ça veut dire que tous les ans, il faut construire des villes pour contenir ces 80 millions de personnes, des autoroutes, des infrastructures, etc., nourrir ces personnes, bien sûr, leur donner de l'énergie pour se chauffer ou au contraire pour mettre la clim, etc. Bon. Donc vous voyez que c'est un rythme complètement affolant. Et vous avez aussi un autre élément, c'est par exemple tous les jours, vous avez 200 000 personnes supplémentaires, donc le solde des sans-soins décès, ça correspond, j'ai regardé, c'est un peu plus que l'agglomération de Valence, donc vous voyez ça tous les jours sur la planète, en plus. Et donc ces fameuses projections, donc c'est intéressant parce que c'est ce qui un peu nous affole, les chiffres qui apparaissent dans le tableau précédent correspondent donc à ce qu'on appelle la projection moyenne, qui est en bleu. Et donc, il nous donne plutôt des dates charnières, là, c'est plus des chiffres, c'est plutôt les dates charnières qui nous intéressent, c'est 2050, donc le milieu du siècle et la fin du siècle 2100. Et donc, projection moyenne, c'est 9,8 milliards, et donc 11,2 en 2100. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces projections sont encadrées par une projection haute et une projection basse. Alors, la projection haute, est assez catastrophique, hein, c'est un petit peu business as usual, hein. Si on ne fait rien, ça continue à partir. Et puis la projection basse, beaucoup plus intéressante, c'est pour ça que j'ai mis en vert, et donc il nous ferait passer par un maximum de 8,8 milliards donc, au milieu du siècle, et puis redescendre à 7,3. 7,3, c'est quasiment ce qu'on est aujourd'hui, puisqu'on est 7,6. Donc vous voyez que ce qu'on peut faire de mieux en démographie, sans politique coercitive, hein, parce que mais disons, si on fait uniquement des politiques d'incitation, eh bien c'est de revenir au nombre qu'on est aujourd'hui à la fin du siècle. Donc d'ici là, la planète va continuer à souffrir quoi qu'il arrive. Vous avez, alors oui, juste là il y a 2 jours, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis, ce qu'on appelle le Population Reference Bureau a un tout petit peu réévalué, donc on est passé à 9,9 pour 2050, mais bon, ça c'est pas ce qui est le plus important. Mais ils nous ont mis les gains de population, le top 8 en fait, des pays qui vont gagner les plus grosses populations. Vous voyez, l'Inde va gagner 300 millions d'habitants, donc va largement dépasser la Chine. Donc l'Inde n'a vraiment pas besoin de ça, le Nigeria évidemment non plus, Pakistan non plus, l'Égypte qui est déjà surchargée n'aurait pas besoin de ça. Et alors, les États-Unis, on va aussi gagner 60 millions d'habitants, sachant l'impact pour les États-Unis, ben, c'est pas négligeable. Hein. Et donc, d'ici à 2100, où vont se situer
situer les augmentations de population, eh bien, Amérique du Nord, donc 130 millions, donc c'est pas négligeable puisque c'est les grands pays les plus pollueurs. L'Amérique du Sud, bon, plus 70, plus l'Océanie, ça compense l'Europe qui devrait perdre. Ça ne tient pas vraiment compte des migrations futures possibles. Hein. L'Asie, 270 millions. Alors oui, par rapport aux 300 millions de tout à l'heure de l'Inde, on peut croire qu'il y a un problème. Non, c'est parce que la Chine va baisser. Mais l'Asie est surpeuplée, donc ce surplus n'est pas très bon non plus. Mais le gros, évidemment, de la croissance se situe en Afrique, particulièrement en Afrique intertropicale, c'est pour ça que je vous ai mis des petites lignes intermédiaires, où il devrait y avoir plus de 3 milliards d'habitants supplémentaires d'ici à la fin du siècle. Alors je vous ai mis ici la démographie au centre, parce que la démographie influe dans tous les domaines. Tout à l'heure, avec une dame, je parlais de Malthus, lui s'inquiétait uniquement de la nourriture. Hein. Alors maintenant ici, la démographie impacte la biodiversité, donc l'eau douce, le climat, donc ça je vais un petit peu en parler. Et puis donc tout ce qui est en dessous, évidemment, je n'aurai pas le temps. Donc l'acidification des océans, il y a eu un article il y a 2 jours, enfin même sur Libération, sur l'acidification. Les pollutions, bon, on peut citer récemment l'histoire des plastiques, du continent plastique. Les ressources fossiles, bon là c'est récurrent. De toute façon, les ressources fossiles, par définition, on va les épuiser, parce qu'elles ne sont pas renouvelables à notre échelle. La question de la surpêche, la déforestation avec l'huile de palme, les terres arables, bon ben là il était question tout à l'heure des terres. Le problème c'est que tous ces gens, il va falloir les loger, construire des villes, etc. En général, les villes sont construites au milieu des champs, enfin au départ, les endroits les plus fragiles, donc évidemment on bouffe tout ça. Et le problème des migrations, là il y aurait moyen de parler 1 heure sur les migrations, mais j'y reviens pas. Et donc tout de suite, simplement la biodiversité. Donc vous voyez ici sur ce graphique que j'ai retrouvé, vous avez l'augmentation de la population humaine donc en bleu, et le nombre d'extinctions d'espèces en orange. Et on voit qu'on a 2 courbes parallèles, ce qui est assez logique. Alors vous voyez, le fait de perdre des espèces, c'est tout à fait normal. Hein, et on en perd, il en apparaît. Le problème, c'est que le taux d'extinction des espèces est de 100 à 1000 fois supérieur à ce qu'il était, disons, il y a 2-3 siècles. Donc vous voyez, là, on a 2 courbes parallèles. On retrouvera ce parallélisme, d'ailleurs, par la suite. Et en particulier pour la biodiversité, la question de la mégafaune. Alors, bon, c'est déjà une faune emblématique, bon, qu'on aime tous naturellement. Mais ce qui se passe, c'est que là, vraiment, on ne peut pas vivre, on ne peut pas cohabiter avec ces espèces, hein, avec les tigres ou les lions. Donc on est obligé de leur laisser de grands espaces. Or, ces grands espaces, on en a besoin. Et donc, voilà, le chiffre le plus connu, c'est les 97% des tigres éliminés depuis le début du XXe siècle. Et donc, je vous ai dit, vous parler de l'eau. Alors, l'eau, c'est la ressource malthusienne par excellence. C'est-à-dire qu'il y a une quantité d'eau douce limitée qui tombe sur la planète, enfin, surtout sur les continents. Hein, donc, c'est les précipitations moins l'évaporation. Et donc, vous l'avez en bas, en gros, c'est 40 000 km3, mais peu importe. Mais il est évident que quand on divise ça par une population croissante, ben, on en a de moins en moins. Donc vous avez la population mondiale, 2,5 milliards en 1950. Aujourd'hui, bon, 7,5 milliards, donc multiplié par 3. Bon, ça veut dire que ça a été divisé par 3 en eau douce disponible renouvelable par personne. Et donc, vous voyez la petite flèche, bon, ben voilà, on a perdu. Alors, il reste quand même globalement suffisamment d'eau, puisque vous voyez qu'on est en état de pénurie, selon l'ONU, entre 0 et 1000, enfin jusqu'à 1000 mètres cubes par personne et par an. Donc oui, en moyenne, globalement, ça va. Le problème, c'est que l'eau, c'est pas comme le pétrole, ça ne se transporte pas très facilement. Et donc, alors là, je repars de 1950. Vous voyez, en 1950, il n'y avait quasiment aucun problème d'eau, sauf, bon, quelques pays d'Afrique du Nord, en péninsule arabique, et puis les états disons, de vulnérabilité en Europe du Nord. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème d'eau douce dans certains pays, hein, parce qu'il y avait des problèmes de distribution, de pollution de l'eau, des choses comme ça. Mais globalement, la ressource, elle y était. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Multiplication de la pollution par 3. Alors, c'est pas dans tous les pays que ça a été multiplié par 3, hein. Parfois c'est par 4, d'autres par 2. Hein.
Mais on en est là, donc là, toute l'Afrique du Nord est concernée par la pénurie, la péninsule arabique, une partie de l'Asie qui est en état de stress. Et puis, bon, c'est assez facile, hein, parce que la ressource est la même, la pollution augmente. Donc on peut regarder les projections de 2050. Vous voyez que l'Afrique devient pas mal rouge, l'Asie aussi, une partie de l'Asie, le sous-continent indien. Et si on va jusqu'en 2100, vous voyez qu'il reste en Afrique quelques poches, hein, qu'on imagine bien, la forêt tropicale, etc. Et le reste, bon, est en état de stress, non, plus en état de pénurie d'ailleurs. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose, hein. Ouais, ça c'est la ressource. Après, on peut, toutes les solutions en fait envisageables, c'est quand même des solutions plus ou moins mauvaises, hein. Donc soit on désalinise l'eau de mer pour les pays qui sont en bord de mer, oui, mais on augmente le réchauffement climatique parce qu'on est obligé de chauffer l'eau. Soit on va puiser dans les ressources fossiles d'eau, oui, ça a un temps, ça dure 50 ans, un siècle, et puis après le problème est repoussé. Alors, par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est recycler l'eau en permanence, ce qui se fait à Singapour. Par exemple, et Singapour, il y a 5 millions d'habitants. C'est un pays super riche. Est-ce qu'on peut étendre ça sur les pays les plus pauvres? Ça paraît quand même très difficile. Et donc, maintenant, je vous parle du CO2, donc le troisième poste que je voulais... Donc, la question du réchauffement climatique. Donc, il est normal que le taux de CO2 varie dans l'atmosphère. C'est cyclique, c'est périodique. En gros, c'est sur une période de 100-150 ans. Le problème, c'est que depuis les années 50, ça y est, on est parti en flèche et on est à 214 parties par million. Donc ça, c'est une courbe sur le long terme. Une courbe sur notre ère. Alors, vous voyez, donc... en gros, jusqu'à vers les années 1800, donc c'est relativement plat. Et puis, bon, ça part en flèche. Et cette courbe-là, c'est toujours la même courbe que la courbe d'augmentation de la population. Mais c'est assez logique. Alors, ceci dit, c'est une moyenne. Et on va nous dire, et ce qui n'est pas faux d'ailleurs, c'est que c'est quand même les pays les plus développés qui ont le plus émis. Alors, c'est vrai. Donc je reviens là. Mais si on prend le cas des États-Unis, les États-Unis, leur population a été multipliée par 4 depuis le début du XXe siècle. La France, elle, ça a été multipliée par 2. Donc on voit bien que si les États-Unis, par exemple, avaient eu une progression de la population comme les pays européens, par exemple, ils pollueraient 2 fois moins. Enfin, ils émettraient 2 fois moins de CO2. Et là où c'est encore le plus flagrant, c'est évident pour les États du Golfe. Alors, en particulier, donc c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats, les monarchies. Là, vous voyez que la population a été multipliée par 10 et les émissions par 100. Hein, donc chaque habitant émet 10 fois plus, et bien 10 fois plus d'habitants, bon, 100 c'est 93, mais c'est quasiment pareil. Donc vous voyez que l'augmentation de la population des pays riches ou des pays les plus émetteurs a joué un rôle très important, et pas simplement la consommation. Et donc, j'ai vu ces trois domaines très importants. Alors, vous voyez, bon, ici, je vous ai mis une photo de la place Tiananmen sous la pollution, avec un écran géant qui montre le nord de la Chine, une zone encore préservée, et puis l'épisode de pollution qu'il y a eu à New Delhi l'an dernier, pour illustrer le propos. Et donc, j'en viens à cette histoire du jour du dépassement. Donc, vous voyez, dans les années 70, on était relativement en équilibre, c'est-à-dire qu'on utilisait en une année ce que la planète produit de façon renouvelable en une année, donc ça allait bien. Peut-être qu'on aurait pu ne pas aller jusque-là, mais enfin bon, on était en équilibre. Et puis d'année en année, ça intervient de plus en plus tôt, et donc cette année c'était le 1er août. Alors comment est calculé ce jour du dépassement? Alors pour ça, donc, on est obligé de faire intervenir l'indicateur écologique le plus fiable, disons, il y en a pas mal, mais c'est le meilleur, c'est l'empreinte écologique. Alors l'empreinte écologique, c'est une surface, calculée en hectares, et donc là je vous donne la définition, c'est surface nécessaire pour produire les ressources qu'un individu consomme et absorber les déchets qu'il génère. Donc chaque terrien, chaque être humain a besoin en moyenne de 2,9 hectares pour vivre, donc en terre cultivée, pâturage, forêt, pêcherie. Et puis, ça, il faut bien le trouver quelque part, mais on le trouve dans ce que la planète crée de façon renouvelable, c'est ce qu'on appelle la biocapacité, donc c'est un terme que j'ai utilisé plusieurs fois.
Et donc, vous avez la biocapacité globale de la planète divisée par nombre d'individus qu'il y a aujourd'hui, hein, 7,6 milliards, et on se retrouve avec 1,7 hectare. Évidemment, la question qui se pose, c'est comment c'est possible de consommer plus que ce qu'on produit, hein. Bon. Eh bien, la réponse, c'est tout simplement on puise dans le capital, on appauvrit la Terre. Hein. Donc, déjà, on la réchauffe, on la laisse, voilà, on émet tellement de CO2 qu'on la réchauffe, on va épuiser les océans, on va vider les océans de leurs poissons, on va taper dans les nappes phréatiques fossiles et ne pas les laisser se renouveler. Voilà. C'est de cette façon qu'on arrive à utiliser plus que ce qui est produit de façon renouvelable. Et donc, je vous avais promis de vous montrer comment on calcule le jour du dépassement. Eh bien, on considère, c'est un produit en croix, hein, que si on utilise 2,9 hectares en 365 jours, on cherche le nombre de jours pour utiliser les 1,7 hectares. Hein, et donc, on fait ce produit en croix, c'est-à-dire qu'on divise un 7 par 2,9, ça donne un nombre inférieur à 1, on remultiplie par 365, et ça nous donne 213, donc le 213e jour, qui doit être le 1er août. Voilà, comme ça, au moins, vous savez comment c'est calculé. Et donc, on s'intéresse au cas de la France, c'est notre pays quand même. Donc, vous avez l'empreinte écologique, donc empreinte totale 5,08, donc disons 5,1, et biocapacité 2,9. Donc là, évidemment, il y a un problème, on utilise beaucoup plus que notre territoire. Et donc, on va voir dans le détail par poste. Alors, vous voyez, en terre cultivée, donc l'agriculture, on est bénéficiaire. Donc, on exporte, par exemple. Donc, ça, c'est plutôt bien. En pâturage, on est déficitaire un petit peu. Alors, pourquoi? Ben parce qu'on n'arrive pas à nourrir notre bétail, donc on achète le soja au Brésil ou ailleurs. En forêt, on est bénéficiaire. En pêcherie, on est déficitaire, malgré notre domaine maritime qui est un des plus importants. Et donc, finalement, si on regarde ces 4 postes, eh bien, on est bénéficiaire de 0,7. Alors, ce 0,7, on s'en servira peut-être tout à l'heure. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, d'où vient le problème? Ben, le problème vient de notre empreinte carbone. Donc, très grosse empreinte carbone. C'est voilà, c'est ce qui nous plombe. Et c'est ce qui plombe, d'ailleurs, la plupart des pays occidentaux. Hein. C'est leur empreinte carbone. Alors, lors de la COP21, il a plus ou moins été décidé, enfin la feuille de route, ce serait une économie décarbonée aux alentours de 2050. Bon, je doute qu'on y arrive à ce moment-là, mais c'est pas impossible. Hein. On a même d'ailleurs, on pourrait conserver une petite partie d'économie carbonée, sauf que ça participe quand même au réchauffement, donc c'est peut-être pas forcément terrible. Mais vous voyez, le grand axe pour nous, pour la France, le gros effort à faire, et donc là, on est tout à fait sur la ligne de la COP21, des accords de Paris, c'est effectivement faire baisser, voire ramener à zéro notre empreinte carbone. Et donc, ah oui, je vous ai mis ici donc la France, la position de la France au niveau individuel, donc pas tellement de la France, d'ailleurs du français. Donc le français, il est en 33e position tout en bas. Dans son solde, hein, quand on fait empreinte, moins biocapacité, donc le français participe. Alors, c'est pas forcément une place très... Bon, c'est mieux que tout ce qu'il y a avant, mais derrière, il y a encore quasiment 150 pays, hein, donc c'est quand même pas terrible. Alors, vous voyez les pays les plus pollueurs, ou du moins les individus les plus pollueurs sont au Luxembourg, en Belgique, enfin, évidemment les pays du Golfe. Bon, on pourrait regarder dans le détail, mais on n'aurait pas le temps. Et si on regarde maintenant au niveau des pays, alors le pays le plus, enfin, qui a le déficit écologique le plus important, c'est la Chine. Alors évidemment, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais la Chine, c'est l'atelier du monde, alors comment ça se passe, est-ce qu'on leur impute tout? Non, non, l'empreinte écologique, c'est en gros ce qui est produit dans un pays, moins tout ce qui est exporté et qui est, disons, consommé à l'extérieur, et puis on rajoute les importations, je ne sais pas ce que les Chinois importent, mais enfin, ils doivent importer quelques trucs quand même. Donc c'est vraiment ce qu'on impute à la Chine. Hein. Mais d'un autre côté, c'est normal, la Chine, donc c'est un pays qui se développe très vite, avec 1,4 milliard d'habitants, c'est le chiffre qui sera en tête de déficit. Ensuite, donc, les USA, on s'y attendait, l'Inde, du fait de sa population, bien sûr, donc le Japon comme pays industrialisé, et donc comme ça ne rentre pas, c'est trop petit, j'ai fait un deuxième graphique, et on se retrouve donc avec la France en 12e position. Donc là, c'est pas terrible. Alors pourquoi cette différence entre la 33e position et la 12e? Tout simplement, c'est que là maintenant,
La 33e position, c'était par individu, et là, c'est le pays. Alors, comme on est un pays qui est quand même relativement peuplé, hein, 67 millions d'habitants, là, ça nous fait regrimper. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les pays qui nous encadrent. Alors, bon, il y a quelques pays européens au début, mais on est encadré par le Mexique. On n'entend jamais parler du rôle du Mexique dans la dégradation de la planète. Et puis la Turquie et l'Égypte qui sont juste derrière nous. Donc oui, ça permet quand même de voir que, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas faire des efforts, mais enfin, on est quand même encadré par d'autres pays dont on a l'impression qu'ils n'ont aucune responsabilité dans le jour du dépassement, entre autres. Et donc, je vous ai mis. Alors oui, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir un petit peu ce qui se passe pour pas. J'ai pas pu mettre tous les pays, sinon on verrait rien du tout. Donc j'ai mis donc un certain nombre de pays sur ce graphique. Alors je vais vous expliquer comment est construit ce graphique. Donc vous avez verticalement l'empreinte. Donc l'empreinte, on en a parlé, pas de problème. En vertical, donc avec le 2,9 en rouge, hein, qui correspond à l'empreinte moyenne, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, en horizontal, vous avez une densité de population. Alors, pas la densité de population classique, hein, en habitant au kilomètre carré, c'est une densité où, en gros, on ne s'intéresse qu'aux terres productives. Hein, donc, c'est pour ça, densité par surface bioproductive. Donc, au lieu de prendre l'ensemble du pays, sa superficie, on enlève s'il y a des déserts, des montagnes, etc. On garde que ce qui est bioproductif. Et la courbe verte, ça va être la courbe en fait d'autosuffisance. C'est-à-dire que les pays qui vont être situés sur cette courbe sont les pays qui sont en équilibre avec eux-mêmes. Donc très bien. Et puis s'ils sont par exemple sur la courbe bleue au-dessus, bah, ils utilisent 2 fois leur superficie. C'est quasiment le cas de la France. Hein. S'ils sont sur la courbe suivante, je ne sais pas si elle est violette, voilà, ce sera 3 fois. La courbe orange, 4 fois. Donc vous voyez par exemple le Royaume-Uni et l'Italie utilisent 4 fois ce que leur pays peut produire de façon renouvelable. La Belgique, ça doit être 6 fois, puis alors vous avez tout en haut les pays du Golfe. Les pays qui sont, disons, à gauche ou en dessous, alors ce sont des pays qui ne consomment pas toute leur biocapacité, mais quand même, quand on regarde le Canada tout en haut, avec une empreinte de 9 hectares, c'est quand même excessif, tout à fait excessif, et donc c'est des pays qui doivent redescendre évidemment. Les seuls pays vertueux sont tout en bas, à gauche, Congo, Madagascar. Donc là, ça serait pas trop mal. Et la Terre, vous retrouvez la Terre avec son 1,7 et ce qui explique le fait que le jour du dépassement, cette année, c'est le 1er août. Alors l'intérêt de ce graphique, bon, ben, c'est de comparer les pays entre eux, mais c'est de voir aussi comment est-ce qu'on peut revenir à l'équilibre. Et donc je vous ai mis ici le cas de la France. Alors comment revenir à l'équilibre? La première idée, c'est de... Ouais, on a une empreinte de 5,1, bah, c'est de revenir à une empreinte de 2,9. Là, on sera en équilibre. Donc là, hop, on redescend verticalement. Ça nécessite du temps, hein, ça nécessite une économie décarbonée, etc. Donc, très bien. Autre solution, horizontalement, hein, la flèche verte, c'est de baisser la densité de population. C'est-à-dire de baisser la population. Ah oui, j'ai fait le calcul. On est sur, comment dire, les statistiques datent d'il y a quelques années, soit 64, alors comme 67, peu importe. Donc ouais, ça fait redescendre, donc là c'est assez dur quand même. Bon, évidemment, on ne va pas non plus choisir cette option sur le court terme, ni même sur le moyen terme. Par contre, toutes les solutions, vous voyez, qui sont dans la surface verte, sont envisageables. Le problème pour la France, c'est que la France, on l'a vu tout à l'heure, hein, tout début, c'est qu'elle continue d'augmenter sa population. Donc notre trajectoire sur cette courbe, c'est la petite flèche rouge. Et donc, plus on augmente, plus ce sera difficile de revenir à l'équilibre. Alors ensuite, je vous ai mis 2 pays, donc un en Asie et un en Afrique. Donc je traite d'abord du Bangladesh. Alors le Bangladesh, vous voyez en haut, a donc une biocapacité de 0,4. Par rapport à nos 2,9, vous voyez, en fait c'est 7 fois moins. Donc si le Bangladesh veut revenir à l'équilibre avec donc, son propre territoire, ses propres productions, et bien finalement il aura, on va dire en gros, un niveau de vie 7 fois inférieur à la France, quoi qu'il arrive. Hein. Donc oui, c'est vraiment dur. Et pour quelle raison? Mais parce que le Bangladesh est un pays qui est vraiment surpeuplé. Il y a 1100 habitants au kilomètre carré, nous on est 116. C'est en gros, ils ont une densité de population 10 fois supérieure à la nôtre. Ça veut dire, imaginez une France, nous on va dire 67 millions, c'est comme si on était 650 millions de Français. Bon, ce serait le chaos. Hein. Déjà, voir les difficultés qu'on a pour s'entendre
à 67 millions de Français. Bon, et bien les Bangladais vivent comme ça. À Dhaka, dans la journée, si vous vous déplacez, vous jouez des coudes dans la rue, et la nuit, je vous conseille de ne pas sortir, évidemment. Le problème du Bangladesh, c'est que la population continue à augmenter, alors moins vite qu'avant, mais oui, on est en bas, je vous l'ai dit, on est à 170 millions, ils vont quand même monter à 200 millions. Donc la notion de surpopulation, elle est, si vous voulez, on parle de surpopulation planétaire, bon, c'est clair, mais c'est surtout, il y a certains pays qui sont franchement surpeuplés. Le Bangladesh en particulier, l'Égypte dont je ne parlerai pas aussi, et donc le Nigeria. Alors le Nigeria, pareil, vous avez, il ne reste plus qu'une biocapacité de 0,6, donc finalement, même en faisant de très gros efforts, eh bien, le Nigeria se retrouve avec un niveau de vie 5 fois plus faible que l'autre, sachant maintenant, alors pour le coup, que le Nigeria est en pleine explosion démographique, avec un taux de fécondité supérieur à 5, et donc va doubler sa population, d'ailleurs ça apparaissait sur un tableau précédent. Donc voilà. Donc c'est assez pessimiste pour ces pays. Il n'y a pas vraiment de solution. Voilà, ça va être vraiment très très dur. De toute façon, je crois que oui, le Nigeria devrait sortir du graphique de toute façon. Donc une petite photo de la gare de Dakar. Bon là c'est quand même un jour de fête. Mais donc les gens rentrent dans leur village et puis en reviennent. Et puis une photo des marchés de Lagos aussi. Voilà. Et donc tout ça pourquoi? À cause effectivement des taux de fécondité. Alors, je vous ai mis ici donc l'Afrique et puis sur l'extérieur on verra après. Donc la moyenne de l'Afrique c'est 4,6 enfants par femme. Avec le champion du monde c'est le Niger, 7,3. Donc vous voyez Mali, Niger, on va les retrouver d'ailleurs dans les graphiques suivants. Donc des taux de fécondité vraiment extrêmement importants. Vous avez aussi la Guyane française, avec un taux de fécondité, oui j'ai remis, 3,4, donc qui est la championne pour toute l'Amérique du Sud. Bon, j'imagine que vous comprenez pourquoi. En fait, c'est les allocations familiales qui, sous les tropiques, ont un effet dévastateur. Idem pour Mayotte. Là, on est, je crois, oui, c'est 5 ou 0. Bon, c'est énorme. Hein. Bon, enfin, il y a vraiment des problèmes avec ces deux départements. Et puis, bon, alors une partie de l'Asie qui est aussi avec des taux de fécondité très importants. La question, c'est pas simplement les taux de fécondité, vous allez voir, qui fait que les populations augmentent localement, c'est aussi l'âge des populations. Donc là, je vous ai remis le Niger, donc la moitié de la population au Niger a moins de 15 ans. Donc ça veut dire que vous avez des géniteurs, énormément de géniteurs potentiels, plusieurs générations dans le même temps. D'ailleurs, j'avais fait le calcul, on peut, en allant sur le site de l'INED, donc l'Institut national des études démographiques, on peut programmer soi-même les évolutions. Et si vous, du jour au lendemain, vous imposez 2 enfants, pas plus, donc on va se dire 2 enfants, c'est juste le renouvellement. Non, non, mais l'âge est tel, l'âge moyen est tel en Afrique, l'âge médian d'ailleurs, que la population africaine, qui est donc de 1,2 milliard, dépasserait quand même les 2 milliards. Même en revenant. Voilà, donc les deux aspects. Alors ici, je vous ai mis, donc il y a un journaliste, Stephen Smith, oui, qui était à Libération avant, et qui a écrit un livre qui s'appelle La rue en Europe, donc, où lui prévoit qu'une partie de la population africaine, alors en millions, en dizaines de millions, on peut peut-être quand même pas plus, hein, sera obligée de migrer vers l'Europe. Et derrière, je vous avais mis, mais je ne vais pas la passer parce qu'en ce moment, on parle de. Donc, mais Macron dit la même chose. Bon. Voilà. Et donc, ce que dit Macron dans cette interview, c'est que le gros problème, en fait, c'est l'éducation pour l'Afrique. Même pour les pays d'Asie aussi, où il y a des problèmes de fécondité. Et donc ici, vous avez l'état de l'enseignement primaire en Afrique. Donc je pense que j'ai pris sur le site de l'UNICEF, je vais pas lire. Donc vous retrouvez évidemment le Niger, Burkina Faso, Sud-Soudan, Tchad, etc. Avec des taux de scolarisation dans le primaire. Donc là, ce sont ceux qui terminent le primaire. Donc vous voyez, on n'est pas, en gros, pas la moitié. Et c'est même pas simplement les filles, hein, c'est la moyenne générale.
L'intérêt de l'école primaire, hein, pourquoi on en parle, et je vais après parler du secondaire, c'est que si une jeune fille termine l'enseignement primaire, elle aura un enfant en moins, en moyenne, hein, c'est facile à retenir. Et le secondaire, donc le secondaire, l'intérêt, alors là le secondaire, c'est pas le secondaire comme on l'entend chez nous, c'est jusqu'au brevet, hein, enfin, jusqu'en troisième. L'intérêt du secondaire, c'est qu'en fait, la jeune fille en question aura encore 2 enfants en moins, donc ça fait 3 en moins. Donc c'est pour ça qu'on insiste à fond, bon, indépendamment sur le fait que l'éducation c'est une très bonne chose en soi, mais c'est que ça a une très grosse influence sur déjà ça occupe, et puis intellectuellement, etc. Et ça fait que on se sort de la culture familiale ou traditionnelle. Ah oui, les taux ici, hein, 5%, c'est rien du tout. Hein. Ici, nous, la fin du collège, je ne sais pas, ça va être 95%, il y a des décrocheurs, mais c'est quasiment tout le monde. Hein. Alors le problème, c'est que, c'est ce que dit Macron dans sa interview, c'est que quand même ça coûte cher, hein, les enseignants. Quand vous avez une population d'1 milliard, 2 milliards d'habitants, bon, bientôt 4, enfin bientôt en fin du siècle, il faut des centaines de millions d'enseignants. Hein. Donc il faut que la communauté internationale mette la main à la poche, et pour ça, il faut qu'il y ait une pression un peu des opinions publiques pour que... Quand Macron a fait une proposition pour le Niger, c'était au Noël dernier, alors il a dit on va débloquer tant de millions pour l'éducation au Niger. Alors moi sur les réseaux sociaux, j'ai mis au cadeau de Noël. Eh bien, il y a quand même la moitié des personnes qui ont dit oui, mais enfin, cet argent, il faudrait le mettre en France, etc. Non, il faut mettre une partie de notre richesse pour aider à l'enseignement, de façon à ce que la planète n'explose pas, et éventuellement éviter qu'il y ait des migrations et des choses comme ça. Donc c'est vraiment dans notre intérêt d'aider à l'enseignement dans les pays en développement. Donc ici, vous avez des campagnes. Alors il y a une agence de l'ONU qui s'appelle le Fonds des Nations Unies pour la Population, donc UNFPA, donc qui fait des publicités, donc ici on voit bien, et qui donc édite tous les ans un rapport, et qui en 2012 donc s'appelait Oui au choix, non au hasard. Donc on voit bien de quoi il s'agit. Il s'agit en fait de répondre à la demande de planification familiale. Et donc cette année-là, ça avait été évalué en gros à 200 millions de femmes en demande insatisfaite de contraception, donc 80 millions de grossesses, et puis 40 millions d'avortements. Donc en fait, vous aviez un solde de 40 millions de naissances non désirées. Si vous vous rappelez au tout début, je vous ai dit qu'avec la population mondiale grossissait de 80 millions tous les ans. Donc vous voyez, si on arrivait à répondre à cette demande, bon, on ne peut pas répondre à toute la demande évidemment, mais on résout presque la moitié du problème, on va dire un tiers. Alors, voilà. Donc c'est quand même énorme, hein, rien que la demande. Et la planification familiale, bon, ça coûte quand même, j'ai dû mettre en dessous, mais ça, c'est pour le coup, c'est pas très cher quand même. Hein. C'est pas comme payer des enseignants et de payer leur retraite. Donc, autre problème, le problème des mariages précoces, et donc des naissances chez les jeunes filles. Donc ici aussi, c'est une chose qui peut être résolue, qui a d'ailleurs été résolue dans certains pays. Il suffit de repousser l'âge du mariage, hein, à 18 ans par exemple. Au Niger, les jeunes filles qui sont mariées, ou mises en couple à 13 ans, 13-14 ans. Donc évidemment, plus on commence tôt... et donc des campagnes de publicité, donc vous en avez ici au Sénégal, une autre ici donc au Nigeria. Alors autre chose qui est vraiment intéressante que fait une association américaine très puissante qui s'appelle le Population Media Center, donc des feuilletons radiophoniques où il est question donc de famille, de planification familiale, d'enseignement, etc. Un petit peu ce qui s'est fait en Amérique du Sud, les telenovelas. Et ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils essayent d'évaluer l'impact de ces émissions. Donc dans les centres de planning familial, il y a des petits formulaires que les femmes peuvent remplir tout seules ou qu'on aide à remplir, et elles répondent, est-ce que vous avez entendu ces émissions, est-ce que ça vous a intéressé, est-ce que ça vous a décidé à venir.
Voilà. Donc là, il y a un très gros travail, et ça peut quand même leur coûter assez cher, mais bon, les Américains, les associations américaines sont subventionnées par des groupes, donc ça, c'est pas du tout le cas de la tradition française. Donc nous, on distribue des flyers, c'est déjà pas mal. Donc là, on a une petite équipe là, qui distribue dans un village, et qui discute, ils ont fait du porte-à-porte. Donc là, c'est ce qu'on fait nous, hein, l'association Démographie Responsable. Et là, depuis peu de temps, 6 mois en gros, on est en partenariat avec une association togolaise qui s'appelle l'Association pour le bien-être des êtres humains. Et donc, eux font des interventions dans des centres médico-sociaux. Donc, en gros, 1 fois par semaine, ils font de la sensibilisation. Et l'intérêt de cette association, c'est qu'ils font à la fois de la sensibilisation plurifamiliale, mais ils incitent aussi les familles à ne pas dépasser 3 enfants. Donc, oui, c'est chose, parce que quand l'UNFPA travaille, l'UNFPA ne travaille qu'à la demande, hein, le Fonds des Nations Unies pour la population. Eux, ils disent, non, 3 c'est certainement suffisant, il faut essayer de ne pas dépasser. Et ils sont dans la ligne de ce qu'on appelle la CEDEAO, c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui, l'été précédent, avait fait cette préconisation. Ils ont dit, ça serait bien qu'en 2030, on arrive à un taux de 3. Alors là, vous avez vu tout à l'heure, c'était 4-7, hein, donc c'est vraiment un très gros effort. Donc eux, c'est cette ligne-là, et donc on les subventionne à l'association Démographie Responsable, donc les aide financièrement, parce que voilà, ils ont besoin de matériel, des choses comme ça. Et donc je reviens à cette déclaration des 15 000 scientifiques, là, qui avait donc été repris par Le Monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, et par La Croix aussi. Et donc sur les 13 mesures, il y en avait 2 qui correspondaient, enfin qui parlaient de démographie. Donc la première, c'était le planning familial, l'éducation des jeunes filles, donc ça j'en ai parlé. Et la deuxième, qui nous a beaucoup intéressé à Démographie Responsable, c'est de déterminer une taille de population soutenable sur le long terme. Et pour travailler là-dessus, on a utilisé en fait la notion d'empreinte écologique et de biocapacité. Et donc, la courbe, elle est là. Si on choisit, donc là c'est chaque pays, hein, le principe c'est quand même que chaque pays doit être en équilibre avec lui-même. Bon, si on décide, donc c'est la courbe, je sais pas si ça correspond pour vous, c'est la gauche, si on décide d'avoir une empreinte égale à une biocapacité de 1 hectare, on peut être 12 milliards. Seulement, voilà, vivre avec 1 hectare, oui, nous on vit avec 2,8, enfin on possède 2,8. Donc ça fait quand même une certaine baisse. Si on décide d'être dans la fourchette 1,7 de 9, donc 1,7 c'est la biocapacité moyenne et 2,9 c'est l'empreinte moyenne, bah en gros on peut être entre 7,4 et 4,4, on va dire entre 7 et 4. Voilà, donc c'est une chose. Si on décide, donc c'est quand même, voilà, ça veut dire qu'il faudrait que la population baisse pour qu'on vive correctement. Dans ce cas de figure, chaque pays est en équilibre avec lui-même. Donc les pays qui sont débiteurs, comme nous, la France, théoriquement on devrait baisser leur population, mais les pays qui sont créditeurs, ici on les laisse monter, ce qui est assez logique. Et donc ça nous donne une population soutenable. Et donc moi ensuite j'ai travaillé sur la population optimale, c'est-à-dire un cas où en fait les pays qui sont créditeurs, comme le Canada, l'Australie, etc., n'augmenteraient pas leur population, resteraient à ce qu'ils sont, et à ce moment on est plutôt à un chiffre compris, donc un nombre compris entre 3 et 4 milliards. Voilà, donc ça c'est la population idéale. Alors oui, on est quand même 7,6, on va vers 11,2, et nous on vous propose sur le long terme, hein, et sans contrainte ni rien, mais fixer un cap. Voilà, on reproche au gouvernement de ne pas avoir de cap, nous on fixe un cap. Je ne sais pas, à l'échelle d'un siècle peut-être. Hein. De cette façon, voilà, la planète peut revenir à l'équilibre. Sinon, ça va se détériorer. Et donc, je terminerai en faisant un hommage à Kofi Annan, qui est donc parti il y a une dizaine de jours, et donc qui nous disait la même chose. Hein, si on continue dans cette voie, si on ne fait rien pour enrayer l'accroissement de la population, on va en payer le prix, on va se retrouver dans un monde surpeuplé. Voilà, donc moi j'ai terminé, donc là vous avez les coordonnées, vous avez les coordonnées de l'association, on est présent sur Facebook, sur Twitter, on a des petits dépliants à la sortie si ça vous intéresse, et je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, merci.
nous avons une dizaine de minutes devant nous pour des échanges un peu plus personnalisés. N'oubliez pas de demander le micro pour que tout soit enregistré. Et voilà, je vous donne la parole à une première question.